Bonjour à tous, je suis le docteur Roland Landman, je suis membre du directoire de l'IMEA, je suis responsable de la recherche clinique à la Fondation IMEA. J'ai eu la chance de participer à la conférence de l'International AIDS Society de cette année, en juillet 2025, qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda, et je voulais partager avec vous les premières impressions, les premières leçons d'abord en termes de santé publique, de ce qui se passe sur la prise en charge du VIH dans les pays d'Afrique subsaharienne. Alors effectivement, le Rwanda est un des 7 pays africains qui a déjà atteint les objectifs fixés par l'OMS, c'est-à-dire que 95% des patients qui sont dépistés VIH sont pris en charge et ont atteint une charge virale indétectable. Donc c'est un pays exemplaire. Comme vous le savez, le Rwanda, c'est un pays qui a connu un génocide terrible en 1993 et qui a su quand même se développer et prendre soin de sa population et qui nous montre souvent des exemples en termes de prise en charge. Donc c'est un grand congrès, on peut dire que c'est un congrès international, mais qui était très africain, avec 4000 ou 5000 représentants de tout type, associatifs, médicaux, décideurs de santé, ministères, agences internationales. Donc c'est toujours très intéressant les congrès de l'IAS puisqu'ils dépassent le cadre strictement médical ou strictement scientifique, avec beaucoup d'informations scientifiques qui ont été quand même présentées, dont je vous ferai part dans un deuxième point. Ce qu'on peut retenir, puisque c'est un congrès crucial qui a eu lieu à peine 6 mois après l'annonce américaine du désengagement des financements américains à l'aide internationale sur la prise en charge du VIH, qui représente presque la moitié des financements. Donc on est dans un moment dramatique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore bien perçu, l'arrêt de ces financements, dans les projections et dans les estimations qui ont été faites immédiatement après, on prévoit, en l'absence de financement, environ 4 millions de morts supplémentaires d'ici 2030 et 6 millions de nouveaux cas VIH qui auraient pu être évités. Pour moi qui a connu le début de la prise en charge du VIH en Afrique subsaharienne, à l'époque où il n'y avait pas de traitement antirétroviraux, c'est une catastrophe puisque ces chiffres font que les courbes de nouvelles contaminations, les courbes de décès vont rejoindre celles du début des années 90. Donc c'est un retour en arrière qui est absolument terrifiant. C'est comme si on risquait en quelques années de perdre tout le bénéfice qu'on a vu poindre, et même qui est un des grands succès de la santé publique internationale qui a eu lieu toutes ces dernières années dans le domaine du VIH. Et je vous rappelle que l'immense majorité des patients atteints par le VIH sont en Afrique subsaharienne. Alors, comment réagissent les collègues ou les instances au Sud? Avant tout, le mot d'ordre, qui est important et qui a été scandé vraiment en séance plénière, c'est de dire en anglais « We will not go back ». On ne va pas revenir en arrière. Ça a été scandé par tout le monde. Ça a été très puissant comme message. On a vu un peu dans le reflet de ceux qui ont connu les conférences américaines avec ACT UP. On a vu là cette fois des associations africaines de lutte contre le VIH, monter sur scène, tendre le poing et faire ces déclarations. C'était très, très fort, extrêmement fort. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans la lutte contre le VIH en Afrique, il y a des subventions internationales et finalement, il y a une énorme participation communautaire pour pouvoir prendre en charge les patients, aller faire du dépistage, cibler des populations cibles qui sont souvent inatteignables, et qui sont faits grâce au système associatif et communautaire en Afrique. Or, tout ce système repose aussi sur le financement international. Quand ce financement international s'interrompt, c'est tout ce système qui a été mis en place avec des centaines et des centaines d'associations qui est mis en péril. Alors, on sent l'heure de la gravité. Les gens se disent qu'il va y avoir plus de morts, plus de contamination, et tout le tissu qui a été mis en place, médical, associatif, risque de disparaître. Et ça, c'est le mot d'ordre, on ne va pas revenir en arrière. Et comment ne pas revenir en arrière, c'est la question. C'est pas simple. Il faut savoir aussi que dans les pays, ça a été rappelé, dans les pays africains et dans les pays d'Asie du Sud-Est pour les plus pauvres, c'est le pays où il y a plus de législation anti-homosexualité, législation anti-usager de drogue. Donc tout ça complique la situation considérablement s'il n'y a pas un appui international à ces projets, puisqu'il faut continuer à cibler ces populations qui sont très à risque. Alors, le grand débat qui a eu lieu déjà pendant la conférence est de savoir, en l'absence de financement, qui va payer, où on va trouver des ressources. Alors, vous savez très bien que la situation est extrêmement hétérogène en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de situation comparable d'un pays à l'autre.
Vous avez des pays qui sont en faillite, vous avez des pays qui sont avec des pouvoirs prévaricateurs, qui ne s'occuperont pas jamais de leur population. Vous avez des pays qui s'en préoccupent, vous avez des pays qui ont des ressources, vous avez des pays qui n'en ont pas. Donc la question, c'est l'intégration du VIH, non plus comme un système un peu exceptionnel avec un financement international, mais l'intégration du VIH dans les systèmes de soins. Donc on a un certain nombre de pays qui prennent déjà des initiatives pour dire comment est-ce qu'on va faire pour intégrer le VIH dans notre panier de soins pour la population, et qui travaillent sur des plans concrets d'intégration, qui travaillent sur des plans avec des financements purement africains, comme la Banque africaine de développement, qui cherchent des ressources pour pérenniser l'aide qui a été coupée. On aurait pu s'attendre à ce que l'aide internationale soit prise en charge aussi par l'Union européenne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À ce jour, il n'y a pas eu de relais par l'Union européenne pour dire on prend le relais des Américains. Il y a quelques annonces du Sénat américain pour rétablir un minimum de financement dans le domaine du PEPFAR, peut-être que de la transmission materno-fétale. Bref, rien n'est moins sûr à l'heure de Trump et de ses conseillers sur le retour du financement international. Donc on est dans une situation charnière. À 6 mois, on voit les populations réagir, on voit certains gouvernements réagir. On n'a pas de réponse encore, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ces États qui vont s'intégrer et intégrer le soin vont faire quand même des coupes? Est-ce qu'ils vont choisir le traitement des populations qui sont déjà traitées par antirétroviraux aux dépens de la prévention, c'est-à-dire de la PrEP, d'accord, qui nécessite aussi des financements? On ne sait pas. C'est pas très clair. On va y voir plus clair dans les mois à venir. Mais les décisions doivent être prises maintenant si on veut éviter le scénario catastrophe. Donc, il y a une note d'espoir. Il faut toujours garder une note optimiste. Il y a une espèce de réveil douloureux sur le fait que les pays doivent aussi réagir. Dans les pays les plus pauvres, malheureusement, ça ne sera pas sans difficulté et sans mise à niveau nécessaire. Donc voilà, à suivre attentivement, parce que dans le scénario catastrophe, c'est carrément plus de 30 années de prise en charge sur le VIH qui risquent de partir en arrière. Donc dans une deuxième vidéo, on va revenir sur des essais cliniques, des résultats d'essais cliniques et scientifiques qui ont été présentés à l'IS au congrès de Kigali, qui concernent la prise en charge thérapeutique en PrEP ou en traitement en Afrique subsaharienne.